Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Et cette semaine, la brigade cinéphile reçoit un véritable collègue, mon nouveau binôme, j'ai envie de dire, mon inséparable coéquipier, celui qui n'est plus une bleusaille depuis bien longtemps mais qui n'est jamais trop vieux pour ses conneries, monsieur Aurélien Gouriou alias Sanju. Bonjour tout le monde et encore merci de me faire revenir dans cette émission. C'est toujours un plaisir de parler de polar ici, donc voilà, bien content d'être là. Un plaisir plus que partagé, donc un très grand merci à toi d'être là avec moi encore, et on va absolument tout détruire aujourd'hui sur notre passage. Mais avant de commencer, je rappelle quand même que tu fais partie de l'équipe du Ciné Club de Monsieur Bobine, tu écris pour cette excellente chaîne YouTube qui n'est plus à présenter désormais, tellement votre réputation est faite, et tu animes avec Yoann Orzulik l'émission La 36e chambre du cinéphage, où vous revenez tout simplement sur le meilleur du cinéma asiatique, et c'est dispo sur YouTube et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Avant d'entamer la discussion autour du film qui nous réunit aujourd'hui, c'est encore la tradition en ce début d'émission, on va établir comme ça ta photo signalétique en 2 petites questions, et comme tu t'es déjà prêté à l'exercice dans une émission précédente, 2 nouvelles questions spécialement conçues pour toi. La première, quel est le dernier polar marquant que tu aies vu ? Alors donc le dernier polar marquant que j'ai vu, alors au départ j'étais parti pour parler donc du formidable Adagio de Stefano Sollima. Puis je me suis dit qu'il y avait de grandes chances que tu aies aussi envie de parler de ce film, et comme je préférais ne pas faire doublon, je suis parti sur toute autre chose. Alors sur un film que j'ai découvert il y a déjà 4 ou 5 mois, puisque c'était au mois de février, mais qui, contrairement à beaucoup de films que je vois, me reste en tête depuis. Et vraiment, c'est un film dont chaque séquence, dont j'ai gardé en tête chaque séquence et auquel je repense beaucoup. C'est un film qui est hélas totalement méconnu et qui malheureusement, je pense, est quasiment invisible de façon légale, et c'est triste. Donc bon, je vais arrêter de tourner autour du pot. Ce film, c'est un film indien, donc plus précisément qui vient de l'état du Tamil Nadu et qui se nomme Puduppettai. Donc bon, pour l'orthographe, je pense qu'on écrira ça dans le descriptif si ça intéresse des gens. Donc Puduppettai, c'est un film qui date de 2006 et qui est considéré comme un des premiers, on va dire, films très importants, classiques du nouveau cinéma tamil. Parce que le Tamil Nadu s'est pas mal distingué justement de la production Bollywood, par des films des fois au style plus âpre, plus violent, et notamment le Tamil Nadu a acquis une certaine notoriété dans le domaine du polar, du film de gangster, du néo-noir et tout ça. Et ce film, c'est une véritable curiosité. Alors donc c'est réalisé par un type qui s'appelle Selvaragavan, qui est aussi acteur mais ne joue pas dans ce film, et qui est le frère d'un des acteurs indiens les plus réputés actuellement, qui est Dhanush. Donc Dhanush qu'on a vu récemment dans Captain Miller. Et Dhanush, il tient aussi le rôle principal du film dont je vous parle là, Puduppettai. Alors c'est très très curieux comme film. On va dire c'est une sorte de fresque mafieuse à la base, qui raconte l'ascension de Kumar, donc qui est au départ c'est un adolescent qui, après avoir vu son père tuer sa mère, donc un adolescent de quartier pauvre qui, après avoir vu son père tuer sa mère, décide de quitter le domicile familial et de partir très loin. Il devient mendiant. Et à partir de ça, il va commencer à monter en fait dans les échelons dans le monde du trafic de drogue. Donc de mendiant, il devient trafiquant de drogue, pour ensuite devenir un exécuteur, vraiment hitman pour de puissants hommes politiques. Et ce film, là où il m'a marqué, c'est que c'est une fresque mafieuse qui a une densité scénaristique assez dingue. On a vraiment l'impression de lire un roman, tellement le film il est plein à craquer dans ce qu'il raconte, quoi. Comme je disais, vraiment une densité très 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 grande narrativement. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que l'interprétation de Dhanush confère aussi au film quelque chose de très particulier, voire on va dire de totalement fiévreux, puisque dans le film le personnage est constamment défoncé, et donc il interprète avec vraiment un style assez hallucinatoire, et qui confère, j'allais dire, au film, au spectateur, une
une palette de sentiments parfois contradictoires, ce qui fait que c'est un film sur lequel on sait jamais trop sur quel pied danser. Et aussi, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'à travers ce film, donc le réalisateur, Selva Ragavan, il dresse le portrait d'une société cynique et corrompue jusqu'à la moelle. Enfin, c'est vraiment un film frondeur et qui a quand même pas mal de choses à dire sur la politique de son État. Et à ce titre, là, je vais rien révéler, mais la conclusion, elle est d'une ironie qui est absolument glaçante. Enfin, moi, elle m'a fait froid dans le dos à la conclusion. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est un film... enfin, pour ce film, le réalisateur opte pour une approche visuelle qui est, contrairement à pas mal de films de gangsters qui vont avoir, comment dire, un style relativement réaliste ou alors avec une forme de baroque, mais enfin comment dire, celui-ci voilà, c'est un film où il opte pour une approche visuelle qui fait penser à du film d'horreur expressionniste. C'est-à-dire que par moments, je pouvais penser à des films comme certains films de Dario Argento comme Suspiria. Vraiment ce jeu sur les palettes de couleurs très marquées, qui ressemble parfois à une sorte de bad trip psychédélique fluorescent, je veux dire. D'ailleurs, c'est un film qui m'a beaucoup, enfin, qui d'une certaine façon m'a fait penser à un film plus connu, qui est un film de gangster avec un visuel horrifique très stylé. C'est Only God Forgives de Nicolas Winding Refn, et j'aurais tendance à penser que c'est un peu Only God Forgives en réussi, plus de pétail, parce que moi j'aime pas trop le film de Refn, à vrai dire. Mais après, bon, la comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, étant donné que Plus du pétail, c'est un film, comme je disais, qui est très riche, avec voilà une densité romanesque, s'étendant sur plus de 3 heures, alors que le film de Refn, c'est plus un trip fétichiste que j'aurais tendance à trouver assez creux. Bref, je pourrais continuer à en parler longtemps, mais c'est un film de gangster qui est incroyable et qui, pour moi, n'a clairement pas à rougir face aux plus grands classiques du genre qui ont pu être produits aux États-Unis, en France, au Japon ou à Hong Kong. Enfin, c'est ce genre de film que ça me ferait extrêmement plaisir qu'un éditeur se penche sur son cas, parce que j'aurais tendance à penser que c'est vraiment un des chefs-d'œuvre méconnus du cinéma de gangster, tout simplement. Alors moi qui aime le cinéma de gangster, moi qui aime les films de gangster, tu me fais clairement envie, tu me mets l'eau à la bouche. Et de mon côté, je pensais aussi que tu allais évoquer Adagio, le dernier très grand film de Stefano Sollima. Voilà, j'ai adoré aussi, donc du coup je l'ai mis un petit peu de côté. C'est pas grave, je pense qu'on fera une émission dans pas si longtemps sur son cinéma et sur un film bien particulier de sa filmographie. Mais du coup, une fois n'est pas coutume, moi j'ai envie d'évoquer une série donc créée par Mark Protosevich, scénariste pas extraordinaire de The Cell, Je suis une légende ou encore le remake de All Boy, signé dernièrement par Spike Lee, qui livre avec Sugar une série qui tient presque du miracle, tellement elle parvient à saisir comme ça, à reproduire et moderniser les codes du film noir dans un geste maniériste totalement assumé et passionnant. Et c'est une série qui tente comme ça de retrouver en 2024 l'ambiance unique, la narration alambiquée et le charme qui en découle, l'essence même de ce genre cinématographique qui est une véritable matrice en fait, qui est à la confluence, on le sait, de l'expressionnisme allemand et du roman de gare. Et l'idée, on pourrait dire principale, le fil rouge, c'est en gros que ferait Humphrey Bogart de nos jours. Et ils utilisent très très bien justement toutes les nouvelles technologies liées à notre époque, c'est-à-dire les téléphones portables, la géolocalisation, mais toujours dans un canevas très codifié lié au film de genre qu'est le film noir. En ça, du coup, la performance de Colin Farrell en détective privé cinéphile, bienveillant et romantique, dans le sens où il est décalé en fait par rapport à notre époque, on dirait qu'il est tout droit sorti d'un autre temps en fait, et ben, joue forcément énormément dans la réussite de la série, tandis que la réalisation de Fernando Meirelles, sur plusieurs épisodes, fonctionne parfaitement, dans un côté très mental, très troublé on pourrait dire, là aussi inhérent à ce type de production, mais tout ça, malheureusement, c'est jusqu'à l'épisode 6. À partir de l'épisode 6, il y a un twist gratuit, complètement inutile selon moi qui arrive, un rebondissement issu d'un tout autre genre cinématographique, et qui malheureusement, selon moi, brise littéralement le côté chimiquement pur de la série vis-à-vis des archétypes du film noir et du néo-noir. Moi, ça me suffisait amplement, personnellement, à mon bonheur, toute la première partie, on va dire de l'épisode 1 à l'épisode 6. C'est un peu dommage, je trouve que la série ne se fait pas totalement confiance au final,
Mais en l'état, ça reste quand même hautement recommandable et c'est disponible depuis quelque temps déjà sur la plateforme Apple TV+. Voilà, pour ceux qui veulent. Deuxième question, beaucoup plus compliquée. Quel est ton buddy movie préféré, puisque c'est le sous-genre policier qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui? Alors pour le buddy movie préféré, alors je vais un peu répondre à côté de la question, tout simplement parce que j'aurais pu citer les gros classiques du genre que j'adore plus que tout, hein, genre L'Arme Fatale ou bien sûr 48 heures parce qu'on ne parle jamais assez de Walter Hill. J'aurais pu aussi parler du très fandard et dégénéré Tango et Cash. Mais je vais rester fidèle à mes habitudes et aller du côté du cinéma de Hong Kong en mentionnant un film qui est très sympa, qui est sorti en 1990 et qui s'appelle Skinny Tiger and Fatty Dragon, qui est un buddy movie donc réalisé par Lau Kar-wing. Donc Lau Kar-wing, personnalité très importante du cinéma hongkongais, car voilà, grand chorégraphe qui a une filmographie très très fournie en tant que chorégraphe, que réalisateur, qu'acteur, qui est le frère de Liu Xiaoliang, donc un des plus grands réalisateurs et chorégraphes de films de kung-fu, qui a réalisé par exemple la trilogie 30e Temple de Shaolin, Drunken Master 2. Donc Lau Kar-wing et son frère Liu Xiaoliang sont vraiment pas n'importe qui dans le monde du cinéma d'arts martiaux, puisque ils sont les descendants martiaux du légendaire Wong Fei-hung, donc héros historique du sud de la Chine dont les aventures ont inspiré des centaines de films dont Il était une fois en Chine ou Drunken Master. Donc après cette parenthèse de gros geek de cinéma HK, je reviens à Skinny Tiger, à Fatty Dragon, et que j'ai choisi alors absolument pas innocemment, puisque c'est un film qui me semble très fortement inspiré par le film dont nous allons parler aujourd'hui, qui est Freebie on the Bean. C'est une sorte de version hongkongaise en fait de Freebie on the Bean. C'est clairement le même ton, le même schéma. Il y a même des séquences en commun, genre par exemple durant le climax de fin, il y a une baston contre un travesti très véloce en fait, voilà, expert en baston durant le climax. Pareil, le duo de flics qui est cette fois dans ce film-ci, le duo de flics est constitué donc de ce gros cabotin de Karl Maka et surtout de Sammo Hung. Et Sammo Hung, comme d'habitude, il livre une prestation martiale hallucinante. Et donc le film, voilà, il propose des séquences d'action très spectaculaires, mais on retrouve aussi l'aspect malpoli, très entre guillemets politiquement incorrect. Le duo de flics bourrin, pas malin et difficilement défendable, qui fait énormément penser à Freebie on the Bean en fait. Et après le film, j'ai pas le vendre comme un des tout meilleurs films de Sammo Hung, mais c'est franchement très très fun. Il y a une excellente alchimie entre les deux acteurs et l'action fait pas semblant de cartonner, donc ouais, c'est un petit bonbon à voir si on aime le buddy movie et le film d'action en règle générale. De mon côté, j'ai longuement hésité. J'ai décidé de choisir au tout dernier moment, juste avec le cœur. Et du coup, je dirais quand même Hot Fuzz de Edgar Wright. Parce que c'est à la fois un pastiche magistral et hilarant des règles du buddy movie, via une mise en scène tournée clairement vers celle de Tony Scott et de Michael Bay, deux cinéastes que personnellement j'adore, et le tout matinée d'éléments vraiment très à l'anglaise, on pourrait dire, de Whodunit, un courant policier dans lequel j'ai baigné vraiment depuis ma plus tendre enfance avec mes parents qui adoraient ça. Un petit zeste comme ça aussi de Vigilante Movie qui convoque une enquête, mine de rien, vachement bien ficelée et interprétée par quand même des seconds rôles de bad guy qui était la fine fleur quand même du cinéma anglais des années, on va dire, 60, 70, 80. On peut citer Edward Woodward, par exemple, qu'on avait vu dans The Wicker Man, Paul Freeman, évidemment, le mythique méchant des Aventuriers de l'Arche perdue, ou encore Stuart Wilson, le grand méchant d'un buddy movie, et je retombe sur mes pattes, issu d'une saga culte, la plus connue sûrement d'entre toutes, L'Arme Fatale. Il jouait le méchant de L'Arme Fatale 3, de Richard Donner, donc tout est lié, mais sincèrement, voilà, j'aurais pu dire toute l'œuvre de Shane Black, c'est même de prime abord ce qui m'est venu, L'Arme Fatale, que tu as cité, Le Dernier Samaritain, Au revoir à jamais, The Nice Guys, j'ai beaucoup hésité avec The Nice Guys, sincèrement, ou même justement Bad Boys 2, voilà, de l'ami Michael Bay, cité allègrement par Danny Butterman, le personnage de Nick Frost, dans Hot Fuzz. C'est une super reco. En plus, Hot Fuzz, moi, j'adore Timothy Dalton dans ce film. Je trouve que Hot Fuzz, c'est un film qui prouve que Timothy Dalton n'est jamais meilleur que quand il joue les enflures. Il est parfait dans ce film comme il était parfait dans Rocketeer, par exemple. Dans ce genre de rôle, je le trouve généralement magistral.
Nouveau dossier, nouvelle enquête pour évoquer cette fois-ci ni plus ni moins qu'un film peu connu, y compris chez les cinéphiles les plus pointus que l'on connaît, mais qui possède quand même une réelle importance dans l'histoire du cinéma puisqu'il est considéré comme étant le tout premier buddy cop movie, à savoir, tu l'as évoqué tout à l'heure, le génialissime et totalement fandard Les Anges Gardiens de Richard Roche, à ne pas confondre, on va faire la blague une seule fois seulement, avec le film de Jean-Marie Poiret, Freebie and the Bean, donc en version originale, c'est comme ça qu'on va l'appeler, réalisé en 1974 et avec un duo mémorable composé de James Caan et Alan Arkin. Alors, le film comme ça, de prime abord, je pense qu'il ne vous parle pas beaucoup, du moins pour bon nombre d'auditeurs qui nous écoutent, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est un film Warner et du coup on le retrouve, notamment quelques plans, comme ça, pas piqué des hannetons, tiré du film, on le retrouve dans le générique en fait du génial La Classe américaine de Michel Hazanavicius et Dominique Mézret. Donc c'est le début quand Dave, joué par Paul Newman, est en voiture et qui roule, on va dire, comme ça, à faible allure au tout début du film. Et on a un plan d'une voiture qui s'éjecte d'un pont, qui fait un vol plané avant de s'écraser dans un building au 3e étage, et un camion qui se renverse au moment du titre. Et ben c'est simple, c'est tiré de Freebie and the Bean. Freebie and the Bean, il faut le dire d'emblée, on cite bien souvent comme le premier buddy movie 48 heures de Walter Hill, donc avec Eddie Murphy et Nick Nolte. Il est considéré pour beaucoup comme le tout premier. Donc on est en 1982. L'Arme fatale, justement, c'est Richard Donner, on est en 87. Donc là, on est quand même en 74. Donc c'est un film plus que précurseur. Et info insolite, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est Rolling Stone Magazine qui a balancé cette info en 2018. C'était le film préféré de Stanley Kubrick en 74. Stanley Kubrick voyait absolument tout. Il adorait Speed, par exemple, il adorait Les Simpsons, mais en tout cas, c'était un fervent défenseur du film de Richard Roche. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de l'intrigue, tiens, Aurélien, de Freebie and the Bean? Du coup, je dois avouer que j'y suis un peu allé comme une grosse feignasse, c'est-à-dire que j'ai récupéré genre le pitch sur Wikipédia, mais donc en fait voilà c'est Freebie and the Bean, donc ça cause de deux flics, donc Freebie joué par James Caan et Bean qui est joué par Alan Arkin. Donc c'est des flics en civil qui sont au service de la police de San Francisco. Et leur objectif c'est de coincer Red Myers, qui est le chef d'un important réseau de rackets. Et Freebie and the Bean, ils apprennent que des tueurs à gages ont pris pour cible le truand Red Myers. Et donc les deux policiers vont devoir protéger à son insu le truand. Donc le temps que le procureur puisse émettre un mandat d'amener à son encontre. Mais par contre, l'intrigue c'est clairement un prétexte, tant le scénario il est ultra mince. Enfin, le film, moi, j'y vois plus une sorte de vague canevas prétexte et une succession de vannes et de scènes d'action énormes. Enfin, c'est clairement pas un film à intrigue, mais je pense qu'on y reviendra plus tard sur la façon dont c'est construit. C'est exactement ça, en fait, il faut remettre tout ça en contexte. C'est-à-dire que là, on est vraiment en 74. Depuis le début des années 70, il y a des tas de polars, on va dire, hardboiled qui déferlent avec succès sur les écrans. French Connection en tête, par exemple, Dirty Harry aussi avec Clint Eastwood, Harry Callahan. Et donc, à ce moment précis, les studios hollywoodiens se disent, pour avoir un succès, tout ce qu'il faut, c'est des poursuites en bagnole, c'est de la tôle froissée, de la tôle ondulée, on pourrait dire. Et donc, chacun, en fait, a proposé sa version la plus spectaculaire possible de ce genre modernisé, on pourrait dire, policier. Et justement, Les Anges Gardiens en 74, Freebie and the Bean, devait être la réponse en fait de la Warner à French Connection, clairement. Sauf qu'il y a un film qui leur a damné le pion quelques mois avant, c'est Les Casseurs de Gang, réalisé par Peter Hyams avec Elliot Gould et Robert Black, qui justement a forcé la Warner à déplacer en fait la sortie du film. Le film en fait de Peter Hyams est sorti à peu près, je crois, au mois de février, là où du coup Freebie and the Bean est sorti au mois de décembre alors qu'il était tourné avant. Donc il est vraiment considéré comme le tout premier buddy movie. Et je ne sais pas si tu l'as vu, je l'ai vu pour l'émission, donc Les Casseurs de Gang, Busting. C'est vraiment un film qui est vraiment très atypique aussi, qui est une sorte de trait d'union entre les polars urbains, voilà, très 70s, très réalistes justement, ceux qu'on a cités juste avant, et le futur, voilà, genre policier qu'on connaît, très années 80, qui est le buddy movie.
T'as la nonchalance, par exemple, de Elliot Gould qui sort tout droit du privé de Robert Altman. T'as des punchlines en veux-tu, en voilà, avec le duo qui forme avec Robert Blake, qui est bourré de toc, par exemple. Il a un truc à lui, c'est qu'il n'arrête pas d'avoir une clope au bec, Robert Blake, mais il l'allume jamais. Donc des trucs comme ça, beaucoup de fusillades, notamment une qui est assez monstrueuse au milieu du film dans une sorte de supermarché au beau milieu de Los Angeles. Donc c'est vraiment de la belle ouvrage, hein, voilà, c'est Peter Hyams, donc c'est quand même un beau cinéaste artisan. Et tous les codes justement qu'on va avoir ensuite par la suite, c'est-à-dire le duo de flics mal assortis, qui n'ont rien en commun, généralement c'est un flic assez jeune, assez foufou, qui n'apporte rien face à un flic beaucoup plus installé, qui a une famille, qui a plus de choses à perdre aussi. Il y a aussi la pression de la hiérarchie, le non-respect justement des lois en vigueur, on va dire, dans toute bonne société. Voilà, tous ces codes-là qu'on retrouve dans le body movie, évidemment l'humour, et ben vraiment commence un petit peu à poindre, je trouve, avec Busting, les casseurs de gang, bien que, encore une fois, le tout premier, c'est Freebie and the Bean, parce qu'il repose bien plus justement sur cette mécanique qui va poindre après et qui va exploser dans les années 80 avec le body movie. Ben non, je l'ai pas encore vu, mais c'est pas la première fois qu'on me le conseille, donc il faudra que je regarde ça bientôt, hein, d'autant plus que la première partie de filmographie de Peter Hyams, généralement, c'est quand même plutôt qualitatif, hein, on dira. Et d'autant plus que Peter Hyams continuera un petit peu dans les buddy movies dans les années 80, puisqu'il va faire après Deux flics à Chicago, avec Billy Crystal et Gregory Hines, qui est d'ailleurs très, très sympa, hein. C'est peut-être moins bien que Busting, mais qui est vraiment à la confluence de toutes les approches, voilà, du polar de l'époque. Mais c'est vraiment un film à découvrir. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Freebie and the Bean, mine de rien, c'est le plus gros carton de l'année pour la Warner. C'est un immense succès. Il a remporté à l'époque 30 millions de dollars. Donc c'est quand même un film, il a disparu, on va dire, des mémoires collectives, mais c'est un film qui a quand même trouvé son public à l'époque. Oui, mais ça a été un succès au point que il me semble que ben, le film est sorti fin 74, début 75, et si je ne me trompe pas, en 79, il a donné naissance à une série télé, Freebie on the Bean, qui a duré qu'une seule saison en fait, et c'était pas avec les mêmes comédiens bien sûr que le film, mais qui était une déclinaison du long métrage. Après de la série, je crois qu'elle a pas été diffusée en France, mais en tout cas aux États-Unis, ouais, il y a eu cette série Freebie on the Bean, donc qui témoigne bien, oui, du gros succès que le film avait remporté à l'époque. Ouais, effectivement, la Warner a tenté de capitaliser sur le succès. Donc, c'était CBS qui avait diffusé cette série entre décembre 1980 et janvier 1981. Donc, le temps d'une saison, comme tu l'as dit. 9 épisodes seulement ont été diffusés, alors que 11 ont été tournés. Et c'est Tom Mason qui remplace le personnage de James Caan. Et c'est Hector Elizondo, bien connu, voilà, de tout aficionados de tous les films des années 80, qui remplace Alan Arkin. Mais voilà, pour le coup, c'était un peu trop tard et la mode, on pourrait dire, pour ce film était un peu passée. Mais après, concernant le film Freebie and the Bean, je dois avouer que bah, on en parle vraiment comme du prototype de buddy movie, ce qu'il est, hein, c'est évident. Mais s'il y a un buddy movie auquel ce film me fait beaucoup penser et que je suis presque sûr que les initiateurs du film dont je vais parler l'ont vu, c'est les Bad Boys de Michael Bay et notamment le Bad Boys 2. Déjà tout à l'heure quand je disais que l'intrigue était très très mince et clairement un prétexte à des scènes d'action, des blagues provoques, des pitreries, des trucs comme ça c'est clairement Bad Boys 2. Dans le sens où moi je me souviens par exemple que quand Bad Boys 2 était sorti, il y avait eu dans Bad Movies sur la page des avis chiffrés, il y avait eu l'avis chiffré de Arnaud Bordas qui m'avait beaucoup fait rire hein, en 2003. Bon, il avait pas aimé le film, mais il disait oui, en gros, Bad Boys 2, c'est le premier film qui est constitué de bêtisiers, de scènes coupées et de money shot. Et Freebie and the Bean, il y a un peu de ça. Mais pour moi, du coup, c'est pas un problème, étant donné que malgré l'évident manque de progression dramatique hein, du film, ce dernier, je trouve qu'il s'avère tellement bien rythmé, et surtout il y a un aspect entre guillemets improvisé, enfin qui semble improvisé, qui lui confère, je trouve, une très belle spontanéité, une énergie qui est, enfin, à mon avis, franchement revigorante.
mais effectivement, faut clairement pas le regarder comme étant un film à intrigue. C'est vraiment une succession de gags ou de séquences d'action tenues, voilà, par un fil rouge assez mince. Et effectivement, oui, on pourrait presque se dire, oui, bah en fait, c'est une suite de bêtisiers et de money shot. Mais voilà, il y a cette énergie qui passe aussi par l'alchimie entre les deux acteurs, tout ça qui fait que ça fonctionne à merveille à mon humble avis. Et donc, bon bah, je pense que vous aurez tous bien compris que contrairement à d'autres films dont on a parlé dans cette émission, je pense par exemple quand j'avais participé à l'émission, c'était pour Sitting Target, qui était un film quand même qui avait un contenu, je veux dire, analytique. Freebie and the Bean, c'est pas du tout le cas. C'est un film qui est pas du tout sujet à l'analyse. Hein. C'est clairement un gros divertissement qui ne vise rien d'autre que le fun, mais qui le fait très bien. Et dans les points communs avec les Bad Boys, je pense par exemple au fait que c'est un type de buddy movie qui, contrairement aux codes les plus répandus du genre, commence alors que les deux personnages principaux font déjà équipe. C'est-à-dire que le récit ne raconte pas leur rencontre comme peuvent le faire, par exemple, L'Arme Fatale ou 48 heures pour citer les plus évidents, voire même des déclinaisons totalement farfelues, genre Turner et Hooch ou le très rigolo Flic ou Zombie, tout ça, c'est des films qui se penchent sur comment deux êtres diamétralement opposés sont amenés à faire équipe. Ici, non, pas du tout. Ici, là, les deux sont des gros bourrins insortables, mais qui se connaissent bien avant le début du film, on dira. Hein. Et tout comme dans Bad Boys aussi, il y en a un des deux, donc The Bean, qui est joué par Alan Arkin, qui est marié et père de famille, et qui d'ailleurs a une vie de famille assez compliquée. Hein. Il y a tout un arc narratif assez amusant où il soupçonne son épouse de le tromper. Tandis que l'autre, Freebie, donc James Caan, lui est présenté comme un célibataire beaucoup plus volage, et aussi il est aussi présenté comme étant davantage un homme d'action. Donc on fait assez facilement la comparaison en se disant que bon ben James Caan c'est Will Smith et Alan Arkin c'est Martin Lawrence, ouais. Pareil aussi, tout comme Bad Boys 2, enfin en particulier le 2, je disais que oui, le scénario c'est prétexte à des pitreries violentes ou de mauvais goût, enfin où ça ne respecte vraiment rien, enfin ça faut prévenir, c'est-à-dire c'est un film qui peut quand même jouer pour prendre un terme à la mode, du trigger warning, on dira, avec un aspect qui semble improvisé et le tout entrecoupé de scènes d'action énormes et qui joue vraiment sur de la grosse destruction massive où voilà, les environnements finissent littéralement en charpie. Hein. Et avec aussi, tout comme dans Bad Boys 2, une mise en avant des poursuites motorisées. Et là, je pense à un gros morceau d'anthologie qui arrive vers vers la fin du second acte du film, qui est une séquence qui commence par une baston chez un dentiste, pour ensuite virer à la fusillade entre deux groupes qui se trouvent dans deux ascenseurs qui descendent côte à côte. Ensuite, la séquence, elle continue et part sur une poursuite motorisée qui est très très riche en tôle froissée, avec d'excellentes cascades, hein, notamment lorsque le personnage de James Caan, Freebie, vole une moto et roule sur les toits des voitures dans une avenue embouteillée. Mais la scène n'est pas encore terminée, c'est-à-dire que ensuite ça continue sur une grosse bagarre dans un restaurant avec une très chouette utilisation des diverses possibilités offertes par le décor, hein, lequel finit en charpie. Donc voilà, c'est un film qui est extrêmement généreux, hein, en destruction, et cette scène-là vaut clairement le coup d'œil, parce que je trouve que rien qu'une scène comme celle-ci, et c'est pas la seule du film, contribue à en faire un des films d'action les plus marquants, en tout cas en termes de générosité et d'ampleur de l'action et de cascade de malade des années 70. Et après, je pense aussi à une autre séquence qui est culte, je pense, pour tous ceux qui ont vu le film. Malheureusement, on n'est pas très nombreux, en tout cas de nos jours. C'est une séquence où, durant une autre poursuite, parce qu'il y a beaucoup de poursuites dans ce film, les deux flics s'engueulent car The Bean a déchiré la veste de Freebie, et en fait leur engueulade provoque une sortie de route, littéralement, et à ce moment ils se trouvent sur un pont qui passe entre des immeubles, et là la voiture, donc
elle est éjectée du pont et elle finit par s'encastrer dans un bâtiment, donc je sais plus combienième étage, hein, et elle traverse le mur de l'appartement d'un couple de personnes âgées qui sont en train de prendre leur petit déjeuner au lit en regardant la télé. Et là, c'est assez hilarant parce il y a la bagnole qui traverse le mur et on voit le couple de petits vieux qui reste totalement stoïque. En fait, il a regardé ça et enfin la façon dont c'est mis en scène, c'est à mourir de rire. En plus, et la cascade en elle-même est très impressionnante, hein. Mais ça, c'est clairement le genre de gag à la con. Enfin, quand je dis à la con, c'est avec beaucoup d'affection, hein, qu'on pourrait avoir justement dans un film de Michael Bay, ceci dit. Mais dans les inspirations citées par Richard Roche, on peut citer Tom et Jerry, qui l'a beaucoup inspiré. Il y a cette dynamique-là dans le duo entre James Caan et Alan Arkin. Il faut le répéter, hein. Enfin, ils ne s'arrêtent jamais de parler, de jacter et surtout de s'engueuler. C'est vraiment des enfants, hein. D'ailleurs, dans le film, il y a pas mal de séquences où on voit des enfants en début de séquence. Il y a des engueulades, par exemple, sur, qu'on appelle ça un petit parc de jeux, par exemple, où ils commencent vraiment à se disputer et après carrément à se fighter entre les deux, entre Freebie and the Bean. Et c'est clairement des enfants, c'est vraiment des sales gosses. Et on peut aussi penser, là, la séquence que tu as évoquée qui se termine par une baston assez homérique dans les cuisines. Il y a Alan Arkin qui déverse carrément un, un seau entier de sauce tomate sur le bad guy, en fait. Il dit, mais tu l'as tabassé, il est en train de pisser le sang et tout. Il fait, non, non, c'est de la sauce tomate. Et là, tu es clairement dans du Black Edwards. Moi, je pense clairement à un film comme La Grande Course autour du monde, voilà, avec Jack Lemmon. Qui me rappelle ça, où tu as une sorte de séquence d'anthologie, de bataille de tarte à la crème. Et quand je cite aussi Jack Lemmon, c'est pas anodin. Moi, le film, je le vois comme un croisement assez improbable, en fait, entre French Connection, par exemple, ou tous les archétypes qu'on a pu avoir à peu près dans ces années-là, avec les comédies, justement, de Jack Lemmon ou Walter Matthau. Je pense, par exemple, à Un drôle de couple, c'est-à-dire presque une relation amoureuse, en fait. Le film était vendu comme ça, hein, sur l'affiche et marqué, hein. C'est une histoire d'amour, en fait. C'est une bromance. On est presque pas loin aussi des films de Judd Apatow, par exemple, ou de sa bande bien des années plus tard. Et le film fonctionne vraiment très bien là-dessus. D'autant plus, et c'est très étonnant, qu'il paraît que James Caan et Alan Arkin ne pouvaient pas se piffrer sur le tournage et que ça s'est très mal passé, justement, avec Richard Roche, dans la mesure où il pensait que l'action que tu as évoqué, il y a quand même des gros morceaux de bravoure dans le film, hein. Il y a aussi une grosse baston aussi à la fin au Super Bowl, jouait un peu à leur défaveur, c'est-à-dire qu'on mettait plus l'accent sur l'action que sur leur personnage et sur leur jeu. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est vraiment un film de son temps. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'époque, en 74, dans le nouvel Hollywood. C'est-à-dire que les studios sont tellement perdus qu'ils filent en fait les clés de la boutique à des réalisateurs en fait qui sont jeunes déjà, qui peuvent comprendre ce public, et surtout des réalisateurs issus de la contre-culture, surtout s'ils ont filmé des hippies, des bikers, ce type de trucs. Richard Roche vient quand même, par exemple, de l'écurie Roger Corman. Donc il a travaillé avec Jack Nicholson, il a travaillé sur des films comme ça. Il connaissait très très bien un peu cette idée, on pourrait dire, contre-culturelle. Il est issu quand même aussi de l'Université de Californie de Los Angeles, la fameuse UCLA, et avant justement des cinéastes comme Francis Ford Coppola, John Milius ou George Lucas. Donc c'est quand même un terreau assez fertile pour tout ça. Et c'est un cinéaste qui était très apprécié en fait à partir d'un film qui s'appelait Campus, avec Elliot Gould, qui était un peu une sorte de, comment on pourrait dire, de comédie antimilitariste, où c'était un vétéran du Vietnam qui revenait, qui devenait enseignant dans un campus. Et c'était un film qui était salué, entre autres, par Ingmar Bergman, qui le considérait même comme le meilleur film américain de la décennie. Et donc, par conséquent, ils ont filé les clés, finalement, à ce mec-là, parce qu'il connaissait un petit peu cette sensibilité, on pourrait dire. Alors que pour lui, c'était clairement un film de commande. Il avait déjà en tête un film qui s'appelait Le Diable en boîte, The Stuntman, avec Peter O'Toole dans le rôle titre. Un film, justement, une sorte de satire d'Hollywood, avec des cascadeurs, avec le monde des cascadeurs. Et c'est justement le succès de Freebie and the Bean qui va lui permettre de convaincre Peter O'Toole. Et c'était l'un des films préférés de François Truffaut. Donc vous voyez les noms qu'on cite depuis le début quand même, hein. Richard Roche, voilà, Kubrick, Bergman, Truffaut. Il vient quand même de ce cinéma-là, on pourrait dire. Et le film, il a vraiment pu le retravailler à sa sauce, dans la mesure où c'était juste un traitement, voilà, vendu à la Warner par le scénariste Floyd Mutrux. Et lui, il a complètement, en fait, développé l'aspect ouais, humoristique et le côté vraiment chien et chat, en fait, entre les deux personnages, et qui va littéralement créer le genre.
Et quand tu vois les séquences de tôle froissée, on est bien avant les Blues Brothers, mais on est clairement un peu dans cette même mouvance. On n'a jamais vu autant de bagnoles en fait cassées dans un film américain. En tout cas, c'est la première fois, comme tu l'as très bien dit, qu'une bagnole, comme dans un dessin animé, vole et va s'encastrer littéralement dans l'appartement de petits retraités qui ont rien demandé. Et ça témoigne, mine de rien, de beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire, on est vraiment dans les anti-héros de l'époque. Voilà, il y a l'Irlandais, en gros, et le Mexicain. Ça parle quand même un peu de racisme au milieu de tout ça. Il y a quand même des méthodes employées qui ont rien de très légal. La police fait un peu ce qu'elle veut. Il y a le rapport aux femmes aussi, qui sont clairement aussi des ménagères. Et d'ailleurs, c'est dans le rapport justement aux femmes aussi où il se décharge entre guillemets de la violence. C'est-à-dire, Alan Arkin, il fait que s'engueuler avec sa femme. Les deux sont très opposés. C'est-à-dire que tu as effectivement James Caan, qui est un peu voilà, le personnage type qu'il pouvait jouer à l'époque. Voilà, il sort du parrain, donc c'est le tough guy, mais en même temps voilà, qui est dur à cuire, qui est, comment on pourrait dire, qui est quand même au grand cœur, tu vois, ce qu'il pouvait faire dans les films plus sérieux. Ici, sous un jour beaucoup plus comique, on pourrait dire. Et lui, c'est vraiment inversement quelqu'un qui veut réussir dans la police, Alan Arkin, qui est droit comme la justice, qui refuse les élans d'ailleurs de corruption. Il est corrompu quand même, James Caan. Il se laisse clairement corrompre avec l'histoire de Vess, par exemple, que tu as évoqué. Il y a tout ce jeu-là de différence entre eux. Et justement, Alan Arkin, lui, est installé. Il a une femme. Il n'arrête pas de s'engueuler avec elle. Et en plus, James Caan n'arrête pas de le titiller là-dessus quand même, en disant tu penses pas qu'elle a un amant, enfin ce type de choses. Et on sent que c'est un mec, en fait, Alan Arkin, qui est complètement rigide, qui est complètement refoulé en fait dans sa vie de couple, dans son travail, et qui en fait se décharge de la violence sur des pauvres mecs dans le film qui ont strictement rien demandé, quoi. Et pour le coup, il dit quand même des choses, Richard Roche, d'autant plus que les élites, leur hiérarchie entre guillemets, leur chef, leur boss, sont complètement... Enfin, à la fin du film, on va pas la dévoiler, mais il y a une sorte de petit twist à la fin du film qui te dit clairement, en fait... et c'est aussi un lien avec Busting de Peter Iams, il peut pas avoir d'espoir, en fait. C'est-à-dire que la justice, elle est foutue. Et pour revenir à ce que tu disais, à un moment, tu faisais une comparaison avec Odd Couple, donc avec Jack Lemmon et Walter Matthau. Et cette comparaison, elle avait été faite justement par James Caan, qui, quelques années après la sortie du film, il avait décrit lui-même Freebie and the Bean comme une sorte de The Odd Couple dans une voiture de flic avec voilà, avec des détectives et un humour particulier, quoi. Et après, pour citer aussi d'autres réalisateurs, c'est aussi un film qui, bien sûr, a été vu par le réalisateur cinéphile par excellence, voilà, qui a vu toutes les bizarreries. Bien sûr, on parle de Quentin Tarantino. Et Tarantino, en 2018, dans une interview, il en parlait comme on va dire, pour traduire un peu à l'arrache, une sorte de chef-d'œuvre qui est absolument brutal et qui fonctionne en fait sur le fait qu'on va rire de choses absolument voilà violentes et brutales, genre de la violence policière, et qu'on va se sentir des fois mal à l'aise de rire de ça. Voilà, que le film fonctionne sur ce mode. Mais d'ailleurs, le film commence sur un plan tarantinien, c'est-à-dire tu as la caméra dans le coffre, ils vont piquer des poubelles en fait sur la voie publique pour trouver des indices pour coffrer le truand sur lequel ils sont depuis plus d'un an. Ils sont, déjà, c'est clairement illégal ce qu'ils font, mais en plus, ils font des sortes de vannes sur des petites culottes, quoi. On est presque pas loin des valseuses de Bertrand Blier, quoi. C'est vraiment, ça commence vraiment par du trash. Oui, mais justement, oui, j'allais venir à ça. Je disais que oui, c'est clairement le film. Il annonce la couleur dès le début, hein, puisque comme tu le dis très bien, la première séquence, elle donne le ton, hein, avec ce duo de flics qui sont à la recherche d'un indice, qui fouillent les poubelles et qui se font des remarques de gros beaufs, notamment sur la culotte, hein, dont tu parles, qu'ils trouvent parmi les ordures. Et le film, il dévie jamais vraiment de ça. C'est-à-dire que même si les personnages, comme tu l'as dit, sont pas caractérisés de la même façon et ont chacun quand même une personnalité propre, ils sont quand même montrés comme deux énormes bourrins sanguins, pas très malins, mal polis, on va dire, avec un sens de l'euphémisme certain, violents, qui ne respectent pas grand-chose. Enfin,
ces deux personnages dont on suit les aventures avec beaucoup de plaisir, mais qui sont, faut bien l'avouer, indéfendables. Et comme on disait aussi précédemment, ils passent leur temps à s'engueuler, avec par exemple, bien sûr, des insultes liées à leurs origines. Hein. L'un des deux est d'origine irlandaise, l'autre est mexicain. Et quand ils ne s'engueulent pas, là, les deux lascars, ils détruisent le mobilier urbain, ils terrorisent les passants, ils tabassent les suspects. Enfin, je pense par exemple à une scène où ils tabassent un type en pleine rue, et ce dernier s'avère innocent. C'est-à-dire, ils vont quand même jusqu'à lui coincer la tête avec une portière de voiture tout en lui envoyant des coups de pied au visage et des coups de poing dans le bide. Et comme des abrutis, ils vérifient son identité après l'avoir rossé et se rendent compte que, ah bah non, c'était pas le bon type, quoi. Et oui, effectivement, c'est une scène, la façon dont c'est fait, tu rigoles beaucoup, mais tu ressens aussi une certaine gêne. Et je trouve que, bah, justement, Tarantino, il en parle très bien de ce ressenti que tu peux avoir devant ce film. Et d'ailleurs, c'est des personnages qui se comportent tellement comme des bêtes sauvages, hein, que tout le monde dans le film se fout de leur tronche, c'est-à-dire que tout le monde les traite d'abrutis. Leur comportement violent et ingérable rend fou leur supérieur, hein, par exemple. Je me souviens d'un passage où il y a un des supérieurs qui leur sort me dites pas que vous faites partie de l'intelligence squad, vous n'êtes même pas capable de garder un poisson dans un aquarium. Et il y a aussi des répliques, ben justement, de ce duo qui sont assez lourdes de sens, hein, par rapport à leur personnalité. Je pense par exemple à une réplique de Alan Arkin, de The Bean, qui dit à un moment « Je me souviens pourquoi je voulais être flic, car dès l'enfance, j'ai su que je finirais par être arrêté pour une chose ou une autre, et donc j'ai pris les devants. » Et à un autre moment, t'as Freebie, donc James Caan, qui dit, et là ça montre vraiment le côté un peu crasseux, poisseux du film, qui dit « J'ai passé la moitié de ma vie dans des chiottes, et je vais sûrement mourir dans ce genre d'endroit. » Enfin, après, je vais aussi rebondir sur ce que tu disais sur la relation entre The Bean et son épouse, qui est très comique, mais qui effectivement peut aussi mettre assez mal à l'aise, étant donné que, oui, t'as le personnage de Freebie qui arrête pas de taquiner The Bean en lui disant ouais mais je suis sûr que ta femme te trompe avec le jardinier, et que l'autre il devient totalement parano. Et donc, il devient insupportable avec sa femme par rapport à ça. Et ce que je trouve assez bien mené dans le film, c'est que bah, jusqu'à la fin, on n'aura pas vraiment d'éléments de réponse. On se posera cette question sur alors The Bean, est-ce qu'il est parano ou est-ce qu'il a raison? On sait pas trop, et on se pose aussi la question, c'est bon, alors lui il est parano ou alors c'est sa femme qui est très intelligente. Bon, une chose est sûre, elle est plus que lui, ça fait aucun doute, parce que à chaque fois qu'il lui pose une question pour essayer de la piéger, elle trouve la parade parfaite. Enfin, on se dit, ouais, elle peut pas l'inventer tout ce qu'elle dit, donc probablement que lui il se fait des idées, mais on se dit aussi, ouais, elle est peut-être super maligne et en fait elle est impiégeable. Enfin, c'est assez savoureux la façon dont c'est écrit la relation avec les deux. Et après une autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est que même si c'est vraiment traité voilà comme une comédie noire, voilà, avec un humour qui respecte rien et de la violence rigolote, j'ai beaucoup apprécié en fait la rupture de ton du dernier quart d'heure du film, où il se passe un événement tragique, et là à partir de là la violence elle fait plus du tout rire. Là on part sur quelque chose de beaucoup plus âpre, de beaucoup plus sec, comme je dis, avec une violence largement moins rigolote. Et ça m'a un peu fait penser, j'en parlais en début d'émission, à ce que pouvait faire un type comme avec quelques années plus tard, un gars comme Sammo Hung, qui généralement ses films c'était des films d'action, de comédie d'action, qui jouait vraiment voilà sur un humour un peu mal poli, gentiment beauf, histoire de la violence amusante, mais qui la plupart du temps dans son dernier acte proposait un passage tragique qui transformait totalement la tonalité du film, et finalement et te faisait avoir un regard totalement différent sur la violence qui se déroule à l'écran. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve dans ce genre de rupture de ton dans Freebie and the Bean, et c'est généralement quelque chose que j'apprécie beaucoup au cinéma. Et aussi, à la fin, t'as aussi finalement la résolution de l'intrigue, où tu en parlais très bien tout à l'heure, où il y a un côté totalement absurde, dérisoire, et tu dis, ouais,
Le monde, il est pourri, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose d'assez fort, je trouve, qui se déroule sur la dernière ligne droite du film. Même si il y a une petite touche de légèreté qui est apportée par l'épilogue voilà, qui renoue un peu avec le côté, gentiment bourrin, mais rigolo du reste du film. Mais pour les répliques un petit peu fandardes aussi que tu évoquais tout à l'heure et qui disent beaucoup de choses sur les personnages, j'en avais noté aussi, j'ai pas osé de couper, donc je vais les citer maintenant. Sur la question du racisme, à un moment donné, il est complètement, comment dirais-je, dégueulasse. Alan Arkin et t'as James Caan qui lui fait mais t'as vu comment t'es fringué, on dirait le chef de la police polaque, par exemple. Ou bien il voit y passer à la fin ils sont en filature, il voit y passer une jolie jeune fille, tu vois, et puis il fait, James Caan il lui dit c'est une pute. Comment tu le sais? Elle mange des fruits? Ouais, pourquoi? Bah, les putes, elles adorent les fruits, c'est quand même connu, non? Ce type de réplique, qui est clairement en plus ancré dans son temps, avec cette alchimie entre ces deux acteurs, issus, on va dire, quand même aussi d'une certaine tradition actorale, c'est-à-dire quand même, il vient du théâtre, aussi Alan Arkin, il vient de la comédie, il a aussi réalisé des films, notamment Little Murders, une comédie noire aussi, qui se passe à New York, avec Elliot Gould, enfin, c'est vraiment des gens issus de leur temps. D'ailleurs, Al Pacino a été approché en premier lieu pour jouer le rôle de Freebie. Il demandait 250 000 dollars, donc on sortait du parrain. C'était beaucoup trop cher pour la production. Ils se sont rabattus sur James Caan, du coup. Et par conséquent, ça fonctionne très bien. Et quand tu couples justement cette atmosphère-là avec une réalisation nerveuse qui est prise sur le vif, hein, on sent clairement que les acteurs improvisent bon nombre de prises, qui est vraiment voilà, symptomatique de l'époque, avec des thèmes, on pourrait dire une intrigue très flottante, très nouvelle Hollywood, la noirceur de la fin que tu viens d'évoquer, les sous-intrigues avec leurs femmes, le côté anti-héros, ou quand même, on peut le dire, des losers magnifiques, parce qu'ils sont quand même attachants dans leur bêtise, dans leur naïveté, on pourrait dire dans le côté on fonce et on réfléchit après, quoi. C'est des cow-boys, quoi, les mecs, quoi. On tire, on voit ce qui se passe après. Voilà, le tout matinée comme ça d'une destruction massive, comme tu l'as très bien dit, à la Michael Bay, bah, ça en fait un film unique en son genre. Et je pense que c'est clairement pour ça que le film a explosé à l'époque, quoi. C'est un film. En fait, c'est un film séminal, on pourrait dire, là où Bad Boys 2 est un film terminal, quoi. C'est-à-dire, Les Anges Gardiens créent, on va dire, ce type de film, et Bad Boys 2 enterre littéralement le genre. Mais pourtant, tu l'as très bien dit, c'est la même énergie négative, la même énergie comique, la même énergie de duettiste, et la même énergie de destruction, au final. Et en fait, Bad Boys 2, c'est un film maniériste. Ouais, tout à fait. Et, mais après, oui, enfin, il y a aussi un truc que je trouve vraiment remarquable dans Freebie and the Bean, enfin, on en parlait tout à l'heure, mais c'est l'alchimie qu'il y a entre les deux acteurs qui pourtant, comme tu le disais, ne s'entendaient pas durant le tournage. Apparemment, ils se respectaient mutuellement, hein, mais ils n'arrivaient pas à s'accorder et à s'entendre. Et ils avaient un point commun aussi, c'est qu'ils pouvaient pas blairer le réalisateur, hein. Oui, oui, oui. Mais alors qu'après, par contre, ils ont quand même tourné ensemble quelques décennies plus tard dans un film qui était beaucoup moins réussi, hein, qui était Max la menace. Mais par contre, ce que je trouve formidable, c'est vraiment leur débit verbal. C'est cette façon, où, comme tu disais, c'est des espèces de moulins à paroles qui passent leur temps à jacter, à s'envoyer des punchlines, mais avec un débit de fou. Enfin, je veux dire, il y a des moments, tu sais, t'as l'impression d'écouter du rap quand tu regardes ce film. Enfin, je veux dire, il y a un vrai flow quoi, dans leurs échanges. En plus, comme c'est mêlé quand même un sens de la punchline certain, ouais, le film, tu le regardes comme un actionneur, mais tu l'écoutes aussi comme un album de rap, quoi. C'est mortel. Et il faut aussi rappeler la photo granuleuse, aussi typique 70s de Laszlo Kovacs. Donc voilà, Laszlo Kovacs, excusez du peu, donc très proche voilà, de Vilmos Zsigmond, venu de Hongrie. Il a travaillé avec les plus grands metteurs en scène, le mec du nouvel Hollywood, donc avec Peter Bogdanovich sur La Cible, On se fait la valise doc, La Barbe à Papa. Il a travaillé avec Dennis Hopper sur Easy Rider, sur The Last Movie, Bob Rafelson sur 5 pièces faciles, avec Scorsese sur New York, New York. Donc voilà, il connaît très très bien Richard Roche, il a travaillé avec lui justement, donc le film de Baker que j'évoquais, Retour des Anges de l'Enfer, sur Campus. Le film est tourné dans un beau scope, il y a une belle musique quand même qu'il faut citer de Dominique Frontière, compositeur aussi quand même pour Clint Eastwood, voilà, Pandelo et Court, Branigan, film que j'adore avec John Wayne, Roar, film de taré. C'est vraiment une ambiance, c'est vraiment une époque. Et on voit comme ça, par-ci, par-là, il y a des éléments. Tu te dis, mais en fait, c'était repris dans tous les body movies. C'est-à-dire, tu as l'idée du Super Bowl pendant tout le film. Ils en parlent et le film se termine littéralement sur ça.
c'est clairement le dernier Samaritain de Tony Scott, qu'on évoquait en début d'émission. T'as aussi avec le travesti, le personnage, on va dire, le dernier méchant contre lequel il se confronte à la fin du film. Et t'as la même idée dans Double Détente, avec Schwarzenegger, avec justement le bad guy qui se déguise en infirmière et que Schwarzy dessoude, et voilà. Donc c'est clairement un film, tu retrouves des trucs... Voilà, en fait, Freebie, tu te dis c'est Martin Riggs, clairement, dans le tempérament, c'est-à-dire le mec c'est un chien fou qui est lancé dans les rues de San Francisco. San Francisco, encore une fois, c'est pas une ville anodine, hein. Voilà, c'est aussi la ville de Dirty Harry, mais en même temps des mouvements contestataires. Et quand tu vois Alan Arkin, tu peux très bien te dire, voilà, c'est le père de famille pépère, à la Roger Mortov, quoi. En plus sociopathe, quoi. C'est un peu ça. Mais après, par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a frappé dans les deux fois que j'ai vu le film, c'est vraiment la qualité des séquences de cascades motorisées. Et du coup, je voulais quand même voir qui s'était occupé de ça. Et j'ai vu donc qu'il s'agissait d'un certain Charles Bale et qui au final a surtout œuvré à la télé sur pas mal de séries que je ne connaissais pas tant que ça et qui n'a pas une filmographie énorme en fait côté cinéma. Alors que sur ce film, il a vraiment abattu un boulot monstre. Comme tu disais tout à l'heure, oui, on est clairement. Le film, c'est un prototype de beaucoup de choses, dont des poursuites motorisées des Blues Brothers, où on trouve vraiment ce sens de l'orgie de destruction avec des carambolages épiques dans tous les sens. Enfin, c'est ouais, non, enfin, je m'attendais, enfin, vu la qualité des séquences de cascades motorisées dans ce film, de tomber sur une filmographie avec ensuite énormément de gros classiques du film avec de la tôle froissée. Du coup, j'ai été étonné de voir que le type avait une filmographie peut-être finalement moins conséquente que ce que j'aurais pu croire. Après, bon, ceci dit, j'ai pas vu toutes ces séries sur lesquelles il a travaillé, et il se peut que ce soit des séries avec des séquences d'action assez notables. C'est vrai qu'elles sont impressionnantes, hein, les séquences d'action, et t'en as quand même pas mal. Le film est assez généreux là-dessus. Et encore une fois, il y a ce côté qui est très plaisant, on va dire, qui est quand même doux amer, de personnages qui sont au final assez désenchantés quand on voit la fin du film et enfin, qui seront jamais totalement maîtres de leur destin. Le seul moment où ils sont vraiment eux-mêmes et qui peuvent faire quelque chose, c'est justement dans la destruction et la stupidité. Et quand tu vois un film comme ça, tu te dis qu'une série, par exemple, connue de tous, comme Starsky et Hutch, n'aurait jamais pu exister. Tout est là. Tout est là, et depuis le début, alors que le film était entre guillemets une réponse diluée vis-à-vis des plus grands succès de l'époque qu'on a cités en début d'émission. Donc c'est vraiment un film qu'il faut voir, qu'il faut découvrir, qu'il faut redécouvrir. On le trouve assez facilement, hein. Pour l'émission, j'ai fait un peu des recherches. On le trouve en DVD, hein. Je l'ai entre les mains, par exemple. Une petite édition très sympathique chez Warner, les Trésors Warner, la collection Films criminels en DVD, avec un petit livret avec pas mal de films dans la collection, donc signé quand même Simon Blumenfeld. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Et on le trouve, le DVD, oui, pour 5, 6, 7 euros. Donc il est assez accessible. Voilà, il n'est pas très très cher. Et dans une belle copie en plus, hein. Le film, je l'avais acheté moi il y a plus de 15 ans. Et voilà, je l'ai revu pour l'émission et ça fonctionne encore parfaitement. Autre tradition dans bien connu des services de police, pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre, une recommandation très rapide d'un film dans le même giron. Alors Aurélien, du coup, tu nous conseilles quoi, toi? Un petit peu dans le même type que Les Anges Gardiens. Alors, à vrai dire, j'ai pas trop réfléchi, puisque c'est vrai que j'avais réfléchi ben, justement à un coup de cœur en polar récent, enfin vu récemment, et un buddy movie que j'apprécie, hein, donc qui est Skinny Tiger and Fatty Dragon, qui est une sorte de relecture hongkongaise de Freebie and the Bean. Et donc, comme recommandation, ben, du coup, je vais faire tout simple, étant donné qu'on a déjà beaucoup parlé du film et tout, je vais juste dire que même si vous l'avez déjà vu, c'est toujours très cool de revoir le premier 48 heures parce que c'est de la bombe, voilà. Mais t'as raison, on parle jamais assez de Walter Hill. Mais oui,
Oui, oui. Une étoile est née avec Eddie Murphy, Nick Nolte qui est ultra charismatique, l'ambiance western, Peckinpah, c'est un classique 48 heures. Oui, non, mais c'est ça qui est génial, c'est l'ambiance western et Peckinpah, mais qui part sur quelque chose de presque giallo à la fin, sur les éclairages. Ça, non, ce film, il est incroyable. De mon côté, je vous conseille vivement, moi, La Relève de Clint Eastwood, réalisé en 1990, soit le pur film selon moi du samedi soir, comme on les aime d'amour. Quand Dieu se met justement au body movie, et ben ça donne du fun, des punchlines en veux-tu en voilà, de l'action débridée, des gunfights homériques, des bad guys charismatiques, bref, absolument tout ce qu'on demande à ce type de film. Et chose originale, qui se passe pas du coup chez les stupes par exemple, ou à la mondaine, ou à la criminelle, mais bel et bien dans le service des voitures volées, ce qui permet d'apercevoir de véritables œuvres d'art complètement massacrées à coups de peinture verte fluo. Il faut dire que Charlie Sheen, le beau gosse, on va dire ténébreux de l'époque, est plus que crédible en jaune-bleu au passé traumatique. Clint fait du pur Clint, entre deux grognements et autres cigares cubains. On a envie de se faire torturer par Sonia Braga, tandis que Raoul Julia, en fait, quand on voit le film, on se dit il nous manque vraiment au cinéma. Donc des films comme ça, voilà, à ce point cool et testostéroné à ce point-là, moi, je dis, faut se faire plaisir et il faut revoir La Relève de Clint Eastwood. Attachez bien votre ceinture. L'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille de placer de toute urgence Freebie and the Bean, alias Les Anges Gardiens, en garde à vue. Un très grand merci à toi, Aurélien, pour avoir su si bien parler de ce grand film méconnu, en espérant une fois de plus vous avoir donné envie de le découvrir ou de le redécouvrir. Et je le répète, on te retrouve dans la 36e chambre du Cinéphage, le podcast qui revient sur le meilleur du cinéma asiatique assez régulièrement. Donc allez checker un petit peu tout ça sur les plateformes de podcast et YouTube. Et évidemment, via tes excellentes analyses pour la chaîne YouTube, le Ciné Club de Monsieur Mobine. Donc Aurélien, c'est un véritable cadre dans le domaine. Voilà. Allez le suivre. Merci, et merci à toi pour m'avoir fait revenir sur ce podcast. C'est toujours un plaisir, voilà, de discuter de petites pépites 70s telles que celle-ci, Sitting Target. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, à la partager si cela vous a plu et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore et à très vite dans Bien connu des services de police. go together just like